Si une personne vit un événement, qui vit un événement sait que cet événement peut le changer et qu'elle garde toujours en tête cette idée, est-ce que ça peut nuire à la cellularisation ou à la fusion des corps pour une personne préparée qui vit l'événement dans l'action? Une personne qui vit l'événement et qui de temps en temps veut fuir l'événement, si elle se remémore que l'événement peut lui apporter et qu'elle oublie de se le remémorer lorsqu'elle rembarque dans l'événement, parfait. Si, évidemment, tout au long de l'événement, la personne égoïquement conscientise, donc d'une façon astrale, le fait qu'elle est en train d'apprendre, oui, ça va lui nuire, elle va avoir de la connaissance suite à cet événement-là, mais elle n'aura pas de cellularisation, elle n'aura pas d'intégration. Elle devra intégrer par l'astral, donc intégrer par le temps, donc intégrer par la mémoire, donc intégrer par le souvenir, donc d'une façon colorée l'événement par la suite. On commence avec ainsi. Si une personne qui a atteint un certain niveau de mentalisation par le PMC ou l'expérience de son vécu se trouvait dans la situation qui a touché le Mexique, il pourrait y avoir fusion des 4 corps planétaires. Quel en serait le processus et les étapes de cette fusion? Bon, le processus, c'est un processus qui est totalement simple. C'est que la personne goûte à différentes formes de vie en même temps. Un événement grandiose, donc style catastrophe mexicaine, permet différentes formes d'événements dans un événement. Vous connaissez l'homme, vous connaissez la psychologie de l'homme, vous connaissez la souffrance humaine, vous connaissez la souffrance égrégorienne de l'endroit dévasté, parce que observer une ville sous le derrière fait mal à l'ego, parce que l'ego se met en contact avec la souffrance énergétique de l'égrégore de la ville qui se regarde, elle, par rapport à ce qu'elle a été. Lorsque vous observez une automobile tout massacrée, une automobile brûlée, une maison qui a brûlé, ça fait quelque chose. Pourquoi? Parce que vous percevez l'égrégore même de la maison qui est démantibulée. Parce que même les objets meurent lorsqu'ils sont transformés. Et c'est normal, sauf que l'homme en souffre à leur place. D'ailleurs, l'homme se plaît souvent de souffrir à la place des autres aussi. Alors, automatiquement, la personne, en plus d'être dans des événements nouveaux, elle est dans un événement où elle peut vivre la souffrance d'un égrégore matériel lorsqu'il s'observe lui-même. L'égrégore matériel créé par ceux qui ont habité la ville et qui, eux aussi, observent la ville sous le derrière. La personne, elle a un événement médical, un événement tragique, un événement comique, un événement d'action, un événement de protection, un événement de survie. Elle vit des millions d'événements en même temps, instantanément, ce qui fait qu'elle goûte à plusieurs vies en même temps. Goûtant à plusieurs vies en même temps, elle doit avoir les instruments et les outils lui permettant de pouvoir faire ce qu'elle fait. Le faisant, elle intégralise complètement ses propres connaissances et en même temps, elle a la possibilité de réénergiser ou de réharmoniser plus précisément toutes les différentes formes de vécu de ses anciennes présences sur la Terre. Donc, elle finalise complètement le fusionnement de son ego. Elle, une fois que l'ego est fusionné, l'ego n'est plus l'ego que l'homme connaît, ce n'est plus un ego qui est changeant, c'est un ego qui est calme. L'ego, n'étant plus en guerre, n'émet plus d'énergie extérieure, donc le mental peut prendre le dessus. Lorsqu'un ego fusionne, l'ego meurt. Donc l'ego est détruit. Les énergies égoïques deviennent mentales. Donc le cadre de l'ego reste, c'est-à-dire que l'astral humain a une utilité, l'ego disparaît complètement.
Une fois que cela est fait, la fusion va se faire simplement parce que l'ego étant disparu chez l'être, le temps qu'il dynamise, qu'il vit suffisamment cet événement, donc il faut que le temps soit relativement long comme on l'a vu, ou relativement court dépendant des idées, le mental va prendre le dessus sur l'ego, il va harmoniser tous les corps d'une façon correcte, ce qui fait que la communion entre chacun de ces corps-là va se faire d'une façon complète. Ce qui va permettre aux énergies supramentales de descendre chez l'homme sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de souffrance physique, sans qu'il y ait de refus de l'ego, vu que l'ego n'y est plus, et suffisamment, l'énergie supramentale va descendre suffisamment, le corps va être suffisamment puissant et résistant pour pouvoir soutenir cette descente d'énergie, donc il va automatiquement y avoir une augmentation vibratoire de tous les corps. Cette augmentation vibratoire enveloppée par l'énergie supramentale va créer un nouveau corps, qui est un corps planétaire, donc c'est cette fusion du corps planétaire. On a déjà vu et on revoit présentement que pour que, lorsque nous déposons un contenant possédant un certain poids sur une table, par exemple, la table doit opposer la même force au contenant et à son poids, sinon la table est démolie. Cela veut dire que si tous ceux qui sont ici montions en même temps sur la table devrait opposer le même poids à tout notre poids. Si la table ne peut pas opposer ce poids, la table s'effondre. Lorsque vous marchez dans l'eau, l'eau doit opposer la même force que vous dégagez sur elle. Ne pouvant le faire, vous vous enfoncez dans l'eau. Lorsque l'énergie supramentale descend, et c'est une énergie qui est extrêmement plus forte que l'énergie planétaire, lorsque l'énergie supramentale descend chez un être humain, l'être humain doit opposer la même force à l'énergie supramentale, sinon il est détruit. Lorsque l'ego disparaît et que l'énergie mentale arrive à cellulariser les cellules, c'est-à-dire à conscientiser cellulairement les cellules, à ce que chacune d'entre elles finisse par avoir la conscience mentale, celles-ci sont suffisamment énergisées maintenant pour pouvoir soutenir une descente massive d'énergie supramentale, ce qui va opérer la fusion du corps planétaire, ce qui va permettre le contact réel. L'homme va avoir non plus une plurilocation évolutive, l'homme va avoir une bilocation évolutive, c'est-à-dire que l'homme aura un corps et un seul corps au niveau du plan planétaire, et il pourra commencer la création d'un nouveau corps au niveau du plan supramental ou du plan éthérique. Présentement, l'homme souffre de plurilocation, c'est-à-dire que l'homme n'a pas de conscience supramentale, l'homme n'a pas de corps supramental, donc de corps extraplanétaire, l'homme n'est pas extraterrestre. Par contre, l'homme est quadripolaire au niveau de son plan d'existence planétaire, c'est-à-dire que l'homme a un corps physique, un corps vital, un corps astral et un corps mental. Lorsque l'homme aura fusionné ses corps, l'homme aura un corps planétaire, donc l'homme pourra commencer à travailler sous un autre plan, parce que l'entretien de 4 corps nécessite suffisamment d'énergie pour empêcher l'évolution massive de la conscience vers la conscience supramentale. Lorsque l'homme aura suffisamment énergisé son plan matériel, son plan vital, son plan astral, pour que ceux-ci résistent à la descente d'énergie supramentale, l'homme deviendra un extraterrestre, c'est-à-dire que l'homme, en conscience, deviendra un extraterrestre. L'homme pourra donc commencer, et comment pouvons-nous penser construire un corps supramental de la même façon que nous construisons un corps mental, c'est-à-dire en travaillant dans le plan mental. Donc, en réfléchissant, nous construisons un corps mental. L'homme va travailler dans le plan supramental, l'homme va travailler dans l'éther supramental, et l'homme va lentement constituer un corps supramental. On sait, ou certains savent, qu'à un moment donné, un être sur la planète a créé un corps supramental, a eu une fusion, il est mort, a eu une fusion, je dis qu'il est mort simplement parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas présentement qui vivait. Et cet être, dans l'énergie supramentale, avec son corps supramental, a rencontré un autre être qui avait un corps supramental, et ces deux êtres se sont connus dans l'éther supramental, ils se sont donné rendez-vous dans le plan planétaire. Ils ont cheminé sur la planète pour se rencontrer ensemble, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, et ils ont évolué ensemble. Ces êtres sont connus parce qu'on les a publicisés un petit peu ici en Europe et en Amérique. Et ces êtres, on les connaît sous le nom de Sri Aurobindo et de Mère. Et la mère n'est pas la mère de Sri Aurobindo, sa femme. Lorsque les corps sont fusionnés, lorsque le corps planétaire naît, parce que le corps planétaire n'existe pas présentement chez l'homme, lorsque le corps planétaire va naître, automatiquement, l'homme va avoir une conscience planétaire. Cette conscience planétaire va donner, donc l'homme va être capable de voir l'ensemble de la planète en un clin d'œil. Alors, je donnais des exemples de temps en temps. Je répète ces exemples, c'est que l'homme va être capable de pouvoir localiser exactement le nombre de chevreuils dans une région particulière de la province de Québec. L'homme va être capable de dire, tiens, je sais, il y a un nid
un nid de tourterelle ou un nid de corneille exactement dans tel arbre, le 85e millionième ou millième d'arbre, à partir de tel chemin, tel pied, et je sais qu'il y a présentement un être humain à côté de tel fer, l'homme va pouvoir englober la planète dans une instantanéité. Alors, vous me demandez où il y a un sous-marin nucléaire russe, je peux vous en dire un, si disons que les forces militaires vérifient, ils vont se rendre compte qu'exactement là, il y en a un. Lorsque l'homme a une conscience planétaire, l'homme découvre automatiquement ce qu'il a à faire sur la planète, donc l'homme est capable d'intégrer totalement les connaissances planétaires. L'homme ne se déconnecte pas de l'astral planétaire pour aussi peu. L'homme va devoir construire un corps supramental de façon à ce qu'une expérience dans le plan supramental puisse être vécue, de façon à ce que l'ajusteur de pensée se personnalise, s'expérimente, s'individualise et se sépare du contexte supramental. Donc, l'homme aura un ajusteur de pensée personnalisé, expérimenté, et évidemment, il pourra travailler toujours en collaboration avec l'énergie supramentale. Cette bilocation, elle va apparaître chez l'homme lorsque l'homme aura une conscience planétaire, donc lorsque l'homme aura accompli son fusionnement des corps planétaires. Le fait de pouvoir voir, de pouvoir dire qu'est-ce qui se trouve sur la planète, vu que tu es fusionné au niveau de la planète, que tu travailles sur le côté supramental, pour l'homme qui ne l'est pas, ce serait-tu ce qu'on appelle la préscience? Non. La préscience, c'est un phénomène d'ordre mental. La conscience totale, c'est un phénomène d'ordre supramental. En réalité, ce ne sera pas une conscience totale, ça a une conscience limitée au plan supramental, mais pour l'homme, présentement, on peut se contenter du mot total. La préscience, c'est un mécanisme mental qui permet à l'homme d'envisager non pas l'avenir, mais différents avenirs, par l'intermédiaire d'un calcul, d'une extrapolation des possibilités d'avenir. Donc, le mental envisage des futurs possibles, futurs qui sont possibles et certainement possibles, étant donné que le mental doit connaître, premièrement, l'écosystème dans lequel il évolue et vers lequel il évolue. La conscience totale, ou la conscience supramentale, appelons-la comme ça, c'est une conscience instantanée qui n'est pas une préscience. Tu as la conscience, tu as le résultat. La préscience, c'est que tu envisages des avenirs différents. La conscience planétaire te permet de faire plus que la préscience, étant donné que connaissant toutes les données du plan d'évolution planétaire, donc les données de l'écosystème dans lequel vivent les milliards d'écosystèmes, tu ne peux pas faire autrement que de savoir exactement ce qui va se passer. La préscience te permet de calculer différents avenirs possibles et te permet de choisir celui qui pourra être le plus adéquat et de dynamiser cet avenir pour qu'il apparaisse. La conscience supramentale, tu n'as pas besoin de dynamiser l'avenir parce qu'évidemment, c'est ce qui va arriver. Tu le vois. Préscience serait des... c'est ce que tu as avant la conscience. C'est une multitude de prophéties. Non. La préscience, c'est ce qui apparaît chez l'homme avant la conscience. Conscience totale. Préscience apparaît avant la conscience totale. La conscience apparaît avant la préscience. La conscience limitée apparaît avant la préscience. La préscience apparaît avant la conscience totale et c'est pourquoi que nous pouvons l'appeler préscience en voulant dire science, savoir instantané. Tu as dit que le fait de se rechercher est une perte de temps. Est-ce aussi une grande perte d'énergie? Si oui, quelles en sont les conséquences? Bon, je ne parlerai pas des conséquences, étant donné que parler des conséquences va permettre à la personne de pouvoir ajuster si c'est une perte d'énergie ou non, pour elle, critère donc d'évaluation psychologique. J'ai dit qu'il ne faut pas se rechercher, que se rechercher est une perte de temps. Le temps, c'est de l'énergie. Plus on perd de temps, plus on perd d'énergie. Quand je parle de se chercher, je ne veux pas dire par là cesser de s'observer. Je veux dire par là cesser de raisonner sur notre état. Cesser de raisonner sur l'état que nous devrions avoir. Je veux dire aussi cesser de chercher à être efficace, mais devenir efficace.
Lorsqu'une personne, tout à l'heure on parlait de faire la cuisine, on peut parler aussi de n'importe quoi. L'exemple qu'on peut donner, c'est lorsque un enfant fait ses devoirs et qu'il va chercher un efface, qu'il l'amène sur son bureau et il a oublié son crayon, il va chercher son crayon, il vient s'asseoir. Lorsqu'il a besoin de sa règle, il se lève, il va chercher sa règle, il revient avec. Il a besoin d'un livre de mathématiques, il ne l'a pas, il se lève, il va chercher son livre de mathématiques, il revient avec. Ben lui, il se cherche. Il est continuellement en démarche pour essayer d'avoir quelque chose d'efficace. Donc, s'il se cherche, c'est qu'il ne se trouve pas. Pour se trouver, il doit s'ordonner. S'il a de l'ordre dans sa vie, il va toujours se trouver. Un devoir qui prendrait 5 heures à faire va prendre 15 minutes à faire. Et si on essaie d'expliquer à un enfant non conscient de ce mécanisme, il va dire « c'est pas vrai, je peux pas... Mon devoir, j'ai pris 5 heures parce que c'était long. » Puis à un moment donné, il finit par dire « je ne veux plus en faire parce que je t'ai écœuré. J'aimerais mieux faire d'autres choses. C'est une perte de temps à faire des devoirs. » Le devoir n'est pas une perte de temps, c'est peut-être une perte de temps, mais c'est pas là qu'il perd son temps. Il perd son temps dans tout ce qui lui permet de faire le devoir. Ça aussi, c'est se chercher. La personne qui part, hop, oublie quelque chose, revient dans la maison, prend quelque chose, vient pour partir, hop, revient à la maison. Il y a tellement de choses. Vous allez faire des commissions. Combien d'entre vous vont à plusieurs magasins, dans plusieurs centres d'achat ou sur la route un peu partout? Par contre, est-ce que l'homme, est-ce que la femme pense à faire un itinéraire de ces commissions de façon à avoir à faire un seul cheminement d'automobile pour faire ces commissions? Non. Souvent, on s'en va à une place, on va à l'autre place, on descend là, on remonte là. L'homme n'est pas ordonné puis en perd du temps. Je m'en vais mettre de l'essence, puis je suis pressé. Pourquoi tu n'en mets pas quand tu n'es pas pressé? Parce que quand je ne suis pas pressé, ben je n'ai de l'essence. Mais un peu plus, puis tu en auras aussi quand tu vas être pressé. L'homme se cherche continuellement. Je ne donnerai pas 150 000 exemples. Vous savez, quand vous observez des miroirs, quand vous faites de quoi, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous vous cherchez souvent. Alors, ce qu'il faut faire pour ne pas... C'est-à-dire que c'est une perte de temps. Les conséquences sont l'évolution de l'homme ou la stagnation humaine ou l'évolution lente. Souvent, certaines personnes disent que le sommeil est inutile parce que... il est utile, oui, mais que c'est plate de dormir parce que si on ne dormirait pas, on perd la moitié de notre vie en dormant. Bon, on perd presque l'autre moitié de ce qu'on vit en cherchant. Alors, avant de commencer à vouloir étirer, puis c'est ce que l'homme fait souvent, l'homme va hypothéquer son temps de sommeil parce que l'homme n'a pas assez de temps dedans la journée. Mais il n'y a pas de temps dedans la journée parce qu'il ne s'organise pas pour en avoir du temps dedans la journée. Hypothéquant son sommeil, il est plus fatigué le lendemain, il travaille encore plus inefficacement, il a encore moins de temps. Et plus il va étirer ça au courant de sa vie, plus il va réduire son temps de sommeil par nécessité dans le jour, plus il est fatigué, moins il est efficace, plus il étire sa journée, plus il se fatigue. Bref, les conséquences sont multiples. Simplement s'asseoir et observer qu'est-ce qui vous ôte du temps. Vous êtes malade, vous perdez du temps. Manger fait perdre du temps, cuisiner fait perdre du temps, trouver un moyen. Ou cuisiner quand même, parce que si vous perdez 1 heure en cuisinant, mais vous perdez 1 mois par année en étant en santé, en n'ayant pas à vous guérir, et que vous pouvez vous permettre une année presque complète dans une santé rayonnante, vous perdez beaucoup moins d'énergie que si vous mangez chez McDonald's. Il faut que vous observiez intelligemment, d'une façon conséquentielle, tout ce que vous avez à faire pour pouvoir compenser les lacunes, pour pouvoir sauver du temps. Et là, vous allez cesser de vous chercher. Même chose pour raisonner sur son état, raisonner, philosopher, spéculer. Mais commencez par être efficace, puis automatiquement, vous allez vous trouver. Et vous allez vous voir mauditement meilleur que vous n'avez jamais pensé que vous avez été. Pourquoi? Parce que vous allez être efficace. Alors, pensez-vous pas qui que ce soit si vous n'avez pas d'efficacité. Et si vous en avez de l'efficacité, vous ne cherchez pas à penser qui vous êtes. Vous devez le savoir. La colère mentale, on le fait supposément comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. C'est vrai en partie. Peux-tu commenter? La colère mentale, on l'a fait pour 2 raisons. On l'a fait premièrement pour éloigner des égrégores astrales qui viennent nous perturber parce que nous les attirons égoïquement. Et on l'a fait aussi pour pouvoir donner de l'autorité, c'est-à-dire pour pouvoir instruire notre ego qu'il est capable d'avoir de l'autorité.
Lorsque la colère mentale a suffisamment fait son chemin, à l'extérieur donc et à l'intérieur, lentement la colère mentale va diminuer s'il y a eu colère mentale. Elle va diminuer pour laisser place à l'autorité mentale. L'autorité mentale créée au niveau de l'astral, c'est un phénomène assez intéressant. L'astral ne vient plus ordonner l'homme, l'homme maintenant peut instruire l'astral. L'astral ne se présente plus en Dieu devant l'homme, l'astral se présente maintenant en disciple devant l'homme. Alors, à un moment donné, celui qui a une autorité mentale arrive à pénétrer le plan de l'astral sans avoir à faire de colère mentale et sans avoir plus jamais à vivre des phénomènes souffrants au niveau du plan de l'astral. Cela veut dire que tout ce que l'astral amène à l'homme pour lui nuire, cela disparaît complètement. Lors de la colère mentale, cela peut être écarté, cela revient, on le réécarte, cela revient, et l'important de la colère mentale, c'est qu'elle développe l'autorité mentale. Et on ne peut presque pas arriver à l'autorité mentale sans la colère mentale. Maintenant, ceci s'adresse à ceux qui ont fait le séminaire sur la colère mentale. Dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, on va refaire un séminaire sur la colère mentale. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pourrez voir un peu plus ce qu'il y en est. Je dis ceci simplement pour expliquer à ceux qui ne suivent pas ce qui se passe au niveau de la colère mentale. C'est un séminaire qu'on a fait. La colère mentale, donc, elle n'opère un travail presque exclusivement que sur l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur, elle ne purifie pas, elle n'écarte rien, mais elle instruit l'ego que l'ego peut avoir une autorité mentale. Et lorsqu'on a une autorité mentale, on n'a plus besoin de colère mentale. On n'a même plus besoin de parler à l'astral pour lui dire de sacrer son camp. Il ne vient pas. Mais pour ça, il faut avoir l'autorité et c'est autre chose. Tu as pas mal répondu. C'est que la deuxième question, et on peut commander à son astral, mais il laisse aussi une place pour tout. Autrement dit, ça imbrique-tu d'autres choses que l'astral? C'est-à-dire qu'on ne commande pas à son astral. Son astral, on le détruit, mais on commande à l'astral extérieur jusqu'à temps qu'on arrive à s'en dissocier complètement. On ne peut pas commander à son astral. Celui qui commande à son astral et qui sait qui commande à son astral, c'est l'astral qui commande à son astral. Lorsque le mental arrive à exprimer dans le plan de l'homme lui-même, il exprime des choses, mais ce ne sont pas des ordres. Lorsque le mental ne dit pas à son astral, ferme-toi, ou à son astral, aie pas peur, mon petit, je suis là, je m'occupe de toi. Le mental ne donne pas d'ordre à l'astral. Lorsque le mental chez l'homme arrive à un moment donné à avoir cette autorité mentale, l'astral même de l'homme, lui, il est déjà extrêmement aux extases. Il n'y a plus de problème du tout avec son plan astral. L'astral existe toujours, il y a des émotions qui existent toujours, des émotions, enfin, des perceptions émotives, mais ces perceptions ne viennent plus jamais colorer le mental de l'homme. Lorsqu'il y a de l'autorité, on ne donne plus d'ordre, et lorsque l'homme a fait d'une colère mentale, il ne doit jamais la faire envers son propre astral. Parce que son propre astral est tellement faible qu'à l'instant même où le contact avec l'extérieur est coupé, le mental prend presque facilement le dessus. Donner des ordres à son propre astral, c'est comme chicaner une partie de votre corps parce que présentement, il y a la gangrène dedans, alors que c'est le système circulatoire au complet qui ne marche pas. Alors, c'est pas parce qu'on bat son pied, ou le pied qui a la gangrène, qu'on règle le problème. Disons qu'ordonner à son propre astral ne fait absolument rien. C'est comme aller punir l'innocent qui n'a rien à faire là-dedans. Si vous prenez un pantin, vous l'attachez avec des cordes, puis le pantin fait des choses pas correctes, vous avez beau donner des coups de pied sur le pantin, le pantin, il se manipule même pas lui-même. Alors, c'est sur le manipulateur qu'il faut aller chercher. Donc, la colère mentale ne s'adresse qu'à l'extérieur dans ce sens. Elle opère à l'extérieur et un peu à l'intérieur, au niveau d'autorité mentale, mais elle ne s'adresse qu'à l'extérieur. On ne peut pas donner d'ordre à son astral. OK. C'est quelqu'un ici qui dit avoir vécu un événement, qui a trouvé cet événement-là facile, mais que quelques mois après, commence à avoir certains problèmes physiques de santé.
Et depuis ce temps-là, disons, ça fait un bout de temps, l'événement, et depuis ce temps-là, la personne n'est pas capable de se débarrasser de son problème physique. Ça fait qu'elle te demande qu'est-ce que je n'ai pas intégré durant l'événement, ok, pour que ce problème-là apparaisse et surtout qu'il l'a encore, autrement dit qu'il se manifeste encore. L'événement va permettre à l'homme d'intégrer surtout ses outils. La vie oblige l'homme à développer des outils et lorsque l'homme a les outils, il doit les digérer. Donc, l'outil n'est plus un outil, il fait maintenant partie de l'homme. L'homme devient un être efficace, ce que nous appelons l'homme nouveau ou le surhomme. La personne qui vit un événement facile n'a pas nécessairement les outils pour intégrer quelque chose dans l'événement. Donc, elle n'a peut-être pas rien intégré, sauf qu'elle a peut-être été initiée par la souffrance qui karmiquement a été reportée dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, ça? Elle doit simplement continuer à ramasser des outils et de temps en temps, elle va revivre des événements et les outils même intégrés vont faire disparaître son malaise. Mais la personne n'a pas nécessairement intégré quoi que ce soit dans l'événement. Ce n'est pas parce que nous vivons un événement facile que nécessairement nous l'intégrons. Nous avons pu l'intellectualiser, donc, c'est-à-dire le raisonner pour l'ego. Donc, l'événement devient facile. L'événement pouvait être facile aussi parce que l'éducation que l'homme ou que la femme avait eue n'était pas en accord avec une souffrance dans ce genre d'événement. Mais l'homme n'a pas nécessairement intégré des outils. Lorsque je dis intégrer un outil, je vais expliquer un peu plus. Parce que l'évolution de l'homme, c'est l'intégration d'outils. Tout ce que l'homme a mis à l'extérieur, il doit maintenant le découvrir, le bâtir et le ramasser à l'intérieur pour se reconstruire. Vous apprenez une technique, par exemple, la technique de relaxation Menfi. À un moment donné, vous êtes capable de vous relaxer instantanément dans n'importe quelle position. Vous avez la connaissance totale de tous vos muscles. Mais la relaxation Menfi que vous avez appris en PMC 2 et 3, vous ne la faites plus depuis longtemps lorsque vous êtes rendu là. Pourquoi? Parce que l'outil qui était la relaxation, comme on l'apprend, cet outil-là, ben, lorsqu'il devient intégré par le corps physique, on ne le pratique plus. On n'a plus l'outil. Par contre, notre relaxation nous appartient à nous. Elle n'est plus tributaire de l'outil. Lorsque je me positivise et que j'ai besoin de tout le temps me réénergiser positivement pour faire quelque chose, c'est que mon énergie positive appartient à la technique. Elle n'a pas été intégrée. Lorsque j'intègre une technique, la technique disparaît. Et je n'ai plus besoin de la technique. Parce que je suis cette technique. Et je ne suis pas programmé, je ne fais plus la technique, je n'en ai plus de besoin parce qu'elle est intégrée. Si vous apprenez à respirer, vous avez une technique qui vous rééquilibre énergétiquement. Mais à un moment donné, cela est intégré. Pas la technique respiratoire, mais ce qu'elle amène, l'harmonisation des énergies vitales, c'est intégré. Ça fait partie de votre conscience biologique. Donc, vous ne respirez plus maintenant convenablement. Vous pouvez vous permettre de respirer n'importe comment pour la simple raison que vous avez intégré. Vous allez ou vous-même auto-ajuster consciemment, mais inconsciemment, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de mettre de la volonté là-dedans. Ça se fait, mais vous êtes au courant, mais ça se fait tout seul. Vous avez assimilé la technique. Donc, la technique disparaît. L'homme vit des événements pour pouvoir bâtir des outils et l'homme vit des événements pour pouvoir digérer l'outil. Si l'homme bâtit en faisant des outils, l'homme n'a pas le temps, donc ça s'étire au cours d'une vie et même de plusieurs vies. Alors, la personne qui a des problèmes physiques par la suite, c'est qu'elle n'avait pas les outils nécessaires pour traverser l'événement. La preuve, elle a des problèmes. Sinon, elle n'aurait pas de problème et elle aurait évolué. Maintenant, elle a des problèmes parce que les problèmes sont l'expression de la construction de ses outils. Et lorsqu'elle aura compris l'outil et qu'elle l'aura assimilé, le problème va disparaître. Il n'y a pas de problème qui apparaisse. Le karma, c'est aussi un mécanisme de construction d'outils. Vous n'avez pas compris des choses et au fur et à mesure que vous ne comprenez pas, vous bâtissez un outil à l'intérieur de vous autres. À un moment donné, vous allez le conscientiser, vous allez le voir, vous allez commencer à l'appliquer, tester l'outil, vous allez voir que ça marche. Et certaines le gardent en mémoire, donc ne l'intègrent jamais. Ils en font une philosophie. Et d'autres, à un moment donné, finissent par oublier même leur démarche, mais ils n'ont plus le problème. C'est intégré. Ils n'ont plus besoin d'outils. C'est dedans.
Le marteau, pour planter un clou, n'a pas besoin de marteau. Ne mangez pas vos marteaux, mais... En première partie, tu as parlé de se prendre en main. Tu peux-tu aller un petit peu plus loin et peut-être donner certains exemples un petit peu plus concrets pour aider à expliquer le phénomène? Se prendre en main, premièrement, sachez que là où il y a de l'intelligence, il y a chez vous une capacité de voir cette intelligence. Donc, là où il y a d'intelligence, il y a harmonique envers vous. Parce que si vous voyez quelque part de l'intelligence, c'est que vous avez la même intelligence chez vous. Sinon, vous ne pourrez pas la voir. Donc, si vous voyez de l'intelligence, c'est qu'entre votre intelligence et ce qui se passe, il y a une résonance. Tu vois bien. Partout où vous voyez de l'intelligence, allez-y. Cela peut être en pensée, cela peut être dans un livre, cela peut être dans un lieu géographique, cela peut être dans un cours, cela peut être n'importe où. Mais là où il y a de l'intelligence, là vous devez aller. Pas là où il y a d'espoir. Automatiquement, c'est en résonance avec vous. Mais ce n'est pas intelligent. C'est-à-dire que l'espoir, c'est le camouflage parfait de l'intelligence. Se prendre en main, c'est d'être capable d'aller là où il y a de l'intelligence. Si vous trouvez intelligent de faire une chose, faites-le. C'est non seulement ordonné mentalement, mais c'est se prendre en main. Chaque fois, ce n'est pas quelque chose à souffrir. Ça ne vous tente pas, vous voyez l'intelligence d'y aller, puis ça ne vous tente pas, vous luttez un petit peu, puis en fin de compte, ça ne marche pas, vous luttez un peu plus, ça ne marche pas plus. C'est essayer de lutter. Allez voir un film, manger du cornflakes, dormir. Puis, mais raisonnez, c'est-à-dire que intéressez-vous, dynamisez-vous à revoir l'intelligence qu'il y a d'y aller. Les fumeurs se prennent en main, cessent de fumer. À l'exclusive condition qu'ils comprennent l'intelligence de cesser de fumer. Alors, vous comprenez l'intelligence, ça peut être intellectuel. Ce n'est pas cellularisé. Vos cellules ont besoin de la cigarette. Ils ne comprennent pas. Eux autres, ils ne comprennent pas. Votre énergie mentale ou votre concept astral peut comprendre. Et à force de fumer en disant « c'est-tu niaiseux », en observant l'intelligence d'arrêter, bien, à un moment donné, facilement, sans effort, vous n'aurez pas le goût. Ça va être fait. Se prendre en main, c'est de voir l'intelligence et de se diriger vers l'intelligence. Et c'est pas intelligent de trop combattre. De trop combattre. Combattre un peu, mais c'est pas intelligent de trop combattre. On perd de l'énergie quand c'est pas le temps. Alors, se prendre en main, c'est de se diriger là où il y a de l'intelligence. Puis là où il y a de l'intelligence, c'est parce qu'il y a une résonance avec votre propre intelligence, parce que vous ne pouvez pas voir l'intelligence que vous n'avez pas. Vous voyez les défauts que vous avez, vous voyez les qualités que vous avez, pas nécessairement dans le pourcentage que vous les avez, mais vous devez les avoir. Puis l'intelligence que vous voyez dehors, c'est parce que vous êtes capable de la reconnaître. Si vous êtes capable de la reconnaître, c'est que vous avez la même chose chez vous. Donc, il n'y a pas de danger. Allez pas où on dit qu'il y a de l'intelligence. Allez où vous voyez de l'intelligence. Prenez-vous en main et essayez de toujours vous référer, de voir l'intelligence ou la stupidité, même pas, de voir l'intelligence de faire quelque chose. Puis à un moment donné, vous allez le faire. Se prendre en main, c'est surtout se pratiquer à voir l'intelligence de faire quelque chose. Ça, c'est le début du prenage en main, puis c'est la clé, la première clé. Autrement dit, il ne faut pas attendre que quelqu'un nous dise que c'est intelligent puis qu'on le fasse. Bon, même si tu attends que quelqu'un dise que c'est intelligent, si tu le fais parce que quelqu'un te dit, c'est que tu n'es pas intelligent. Si j'ai une question par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure, le voyage. Il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays en Amérique du Sud et centrale. Pourquoi plus le Pérou que les autres pays? Bon.
sur le plan planétaire, il y a eu des masses et des masses et des masses d'êtres humains qui ont évolué. Évoluant, ils ont créé un corps astral planétaire, un âme planétaire. Les égrégores ainsi constitués par les hommes vivants se regroupent au-dessus des endroits où ils sont énergisés, spiritualisés, nourris. On ne retrouve à peu près pas d'égrégores chrétiens là où l'islam sévit. Mais on ne retrouve à peu près pas d'égrégores islamiques là où la chrétienté sévit. Ces égrégores constitués sur le plan planétaire sont des égrégores astrales, donc totalement psychologiques. Ce sont les dieux dans le ciel qui s'évertuent à conserver l'homme comme esclave. Malgré que l'homme s'évertue et s'est évertué à les créer. Lorsque l'énergie supramentale descend sur le plan planétaire, et présentement notre planète et notre système solaire traversent des régions suffisamment énergisées en énergie supramentale, donc des descentes supramentales qui se font au niveau de la planète depuis l'automne dernier. Il y en a eu quelques autres avant. Ces énergies sont repoussées par le plan astral planétaire. Parce que l'astral ne veut rien savoir. Et ces énergies sont intelligentes, donc elles ne luttent pas. Elles vont par amour, là où elles sont attirées. Au Québec, il y a beaucoup d'énergie supramentale parce que c'est l'un des endroits où l'homme a le plus pris conscience de son mental. Donc, là où il y a le plus d'énergie mentale consciente. On a non pas des supramentales, mais on a des hypermentales sur plusieurs régions de la planète. Ces hypermentales ne sont pas conscients du plan mental. Parce qu'ils ignorent la présence du plan astral. Mais ici au Québec, on est une région où il y a le plus de conscients mental. Conscients de leur mental, conscients de leur astral. Ils voient une différenciation entre les deux. Et cette énergie supramentale est immensément attirée par le plan québécois. Donc, le Québec, c'est une région à visiter un jour parce qu'il est plein d'énergie supramentale. D'autres régions planétaires en ont, mais une énergie supramentale qui est différente, qui est plus pure, plus puissante, parce qu'inutilisée, et surtout parce que elle n'est réellement ou presque réellement pas en lutte contre un égrégore astral planétaire. Le mental québécois attire l'énergie supramentale, sauf que toute la spiritualité québécoise la repousse. Mais partout ailleurs, on la repousse, mais on ne l'attire pas. Et au Québec, on l'attire en la repoussant. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui l'attirent, des êtres qui la repoussent. Si on va dans des régions vierges, dans les forêts vierges, dans des jungles vierges, dans ces régions-là, on n'a pas d'êtres humains ou très peu d'êtres humains, ce qui fait qu'on n'a pas d'égrégore astral reliés au plan planétaire qui sont suffisamment constitués pour opposer une résistance répulsive à l'énergie supramentale. Autrement dit, à travers la grosse sphère astrale planétaire, il y a des trous. En Amazonie, il y a un trou. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'égrégore à tirer là, il n'y a rien pour le nourrir. Donc, l'égrégore reste au Brésil, dans les régions civilisées, en Équateur, en Bolivie, au Pérou, dans les régions civilisées, mais il ne reste pas dans la jungle amazonienne parce qu'il n'y a rien pour le nourrir. Et l'énergie supramentale remplit ces trous. Parce que vu qu'elle n'est pas repoussée par ces trous et qu'elle est repoussée par l'extérieur, elle est donc attirée par le trou. Donc, il y a quelques régions sur la planète Terre qui sont supramentalement énergisées parce qu'il n'y a pas d'êtres humains. Ce sont des forêts vierges. Le Petén au Guatemala est une région supramentalisée. L'Amazonie, donc la jungle amazonienne, est une région supramentalisée. Certaines régions de cette jungle amazonienne et quelques autres endroits sur la planète. J'ai déjà été au Petén plusieurs fois. Alors, c'est suffisant. Le Pérou, pour la simple raison que l'une des villes, donc un endroit où on peut se rendre facilement du Pérou, est une des villes les plus proches de l'Amazonie, parce que c'est une ville qui est en pleine Amazonie, et c'est une ville qui n'est pas... On ne peut pas la rejoindre par des routes.
C'est la deuxième plus grande ville du Pérou et on ne peut pas y aller en auto. Il n'y a pas de chemin qui mène à cette ville-là et c'est la deuxième plus grande ville du Pérou. Partout ailleurs, on a des villes dans les autres pays ou des villes qui sont dans l'Amazonie, comme au Brésil, comme en Bolivie, comme en Équateur, sauf que les chemins y mènent. Et il y a beaucoup d'habitations, enfin il y a plusieurs personnes, ce qui fait qu'on a un égrégore qui s'allonge au niveau du chemin. Donc au niveau du Pérou, c'est qu'on peut rentrer dans le territoire du Mato Grosso amazonien facilement, immédiatement, sans avoir à perdre énormément de temps à se promener pour y aller. Et on peut automatiquement rejoindre les énergies telluriques planétaires qui sont presque ancestrales, archéologiques. Et évidemment, on a un contact supramental qui est différent. Maintenant, on ne va pas au Pérou pour aller chercher un contact supramental, mais je vous explique simplement pourquoi on va au Pérou. Et non pas ailleurs dans le monde. C'est que tant qu'à aller quelque part où on a à vivre des choses, on va aller aussi vivre des choses en harmonique supramentale, ce qui est tout à fait normal et beaucoup plus plaisant. Lorsqu'on va dans des régions humaines, on ne perçoit que l'égrégore humain. Donc, on ne peut pas, on a automatiquement de la difficulté à intégrer, disons, à devenir paysan de ce pays. On devient touriste, mais on ne devient pas comme un habitant. Alors, en allant dans des régions plus sauvages, non seulement on a plus d'énergie supramentale pour nous autres, mais en plus, on connaît les énergies telluriques de la place, etc. L'Argentine n'a presque pas d'énergie supramentale parce qu'il est peuplé de... Presque toutes les terres sont recouvertes par des fermes, par des cultures, par des élevages. Le Chili n'en a pas non plus parce que le pays est complètement recouvert de population. Il n'y a presque pas de jungle de toute façon, donc le peuple vit relativement mal, mais bien. Les terres de feu, même chose, il n'y a rien là. L'homme l'a civilisé, c'est-à-dire que les terres de feu, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Les rares habitants qui vivent là sont des habitants qui vivent sur des puits de pétrole. Alors, les puits de pétrole, il y en a partout là. Le Brésil non plus. Les régions amazoniennes sont trop difficilement atteignables et les régions atteignables sont civilisées, donc on n'y va pas. Or, en fin de compte, on va au Pérou pour aller dans un de ces trous astrales. C'est plus facile, sauf que l'instinct corporel a plus de difficulté à traverser une tellurie, donc une énergie yin, une énergie tellurique d'une région inexplorée, parce que l'ego et le corps vital sait que cette région est totalement inconnue pour l'homme. Étant inconnu pour l'homme, l'homme a de la misère à y vivre, psychologiquement, vitalement et physiquement. Mais c'est quand même là qu'il y a le plus de probabilité d'événements. Vive le Pérou. Tout à l'heure, tu as amené le fait qu'on a une attirance avec l'énergie supramentale, cause qu'on a un mental qui se conscientise. Mais qu'est-ce qui fait que dans la région, on a un mental qui se conscientise? C'est déjà la question, toi? C'est à cause de l'Hydro-Québec. Les énergies telluriques, donc les énergies du sol, les énergies géographiques, géologiques, sont attirées par les énergies solaires. L'énergie solaire recouvre la planète au complet. Au niveau Yan, tout le monde a le même genre d'énergie Yan. Dans certains hémisphères, on en a moins une période de l'année, comme l'hiver ici, mais on a le même type d'énergie Yan. Par contre, l'énergie tellurique est dépendante de la nature même des sols. Et on a des sols différents partout sur la planète. Donc, l'énergie tellurique qui sort de là va créer des constitutions physiques différentes qu'une énergie tellurique qui sort ailleurs. Les constitutions physiques différentes qui vont être créées, donc par la naissance. Les transformations, en fait, quand on sait qu'un Québécois s'est bâti de telle manière, puis un Français ne l'est pas, même si le Québécois vient de la France ou de l'Angleterre. Il y a une bonne différence de constitution physique entre les Anglais, les Français et le Québec, le Canada. Mais surtout le Québec. Et une partie de l'Ontario. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, il y a une constitution physique différente, on permet la réincarnation d'entités astrales différentes. Parce que les entités astrales ne peuvent pas être attirées par un corps physique qui ne correspond pas. Votre corps physique, au niveau de vos caractères, exprime votre psychologie. Mais justement, le corps physique attire ce qu'il exprime. Donc, ayant des corps physiques différents, on a donc des réincarnations différentes, ce qui fait que le Québec devient un endroit
qui a été, disons, extrêmement développée par l'homme au niveau du plan mental, parce que le Québec a développé l'homme comme l'homme a développé le Québec. On a travaillé ici, évidemment, on a été dans un immense laboratoire, étant donné que le Québec a été entouré au niveau psychologique, ce qui a finalisé l'astralité mentale de l'homme québécois. Cela a été surtout le fait qu'il a été entouré par des millions d'Anglais. Donc, il a lutté continuellement, il a toujours été en heure, mais sans guerre. Donc, il a quand même eu la matière pour le supporter, pour le rendre sécure, pour le rendre confortable, pour lui permettre une éducation planétaire. Ce qu'on n'a pas dans bien des pays qui sont entourés par, disons, des belligérants, des pseudo-envahisseurs. Ici, le combat s'est fait d'une façon politique, diplomatique, et non pas d'une façon militaire, sauf que continuellement, le Québécois devait lutter. Donc, le Québécois a été un être qui a eu la chance, disons, géographique, géopolitique, par géologie et géographie politique, de pouvoir développer continuellement ses facultés mentales, et cela lui était permis par son corps physique et par l'énergie tellurique de la place. C'est pour ça aussi qu'au Québec, on a, premièrement, pour la première fois, des personnes, plusieurs personnes qui sont connectées à l'énergie supramentale d'une façon plus ou moins puissante. Alors, c'est pour ça que le Québec développe des énergies mentales. C'est pour ça que le Québécois est un être qui va devenir plus intelligent que le reste de la planète, sauf ceux qui vont s'en faire un snobisme, ceux autres qui vont devenir plus bêtes. Simplement intelligent, non pas intellectuellement, parce qu'il est dans une région où la nourriture tellurique le nourrit d'une façon à créer un corps qui lui permet d'avoir une conscience mentale. Ou l'eau, ou ce qu'il mange, ou ce qu'il boit, ou tout ce qu'il fait, et même au niveau politique, au niveau climatique, tout ça l'oblige à devoir travailler continuellement pour pouvoir faire des choses. Alors, le bouclier canadien et une partie de sa périphérie sont cette géographie et géologie qui émet ces énergies telluriques. On m'a dit que ça met l'être dans un état de guerrier. Ouais, l'être devient un guerrier, c'est-à-dire l'être devient un combattant. Il est obligé de continuellement de lutter, mais pas militairement, évidemment. OK. Tu peux-tu faire une synthèse, un résumé sur la cellularisation? Ça me tentait justement de te le demander. T'as pas l'air convaincu? Il y a des choses qui s'en viennent, c'est bien. La cellularisation, c'est une initiation qui ne dépend pas du degré de souffrance interne de l'être qui est en train de se conscientiser. L'initiation est un terme qui est relié au mot ignes, qui veut dire feu. Donc, initiation. L'initiation, pour qu'elle s'accomplisse, demande une combustion de l'ego. Combustion opérée normalement par la souffrance interne de l'ego. Et plus l'homme souffre, plus l'homme consomme ce qui l'amène à souffrir. La cellularisation, c'est un mécanisme d'intégration cellulaire. Donc, lorsque la cellule devient aussi consciente que les cellules neurologiques, donc toutes les cellules corporelles vibrent au niveau vibratoire du mental et non plus simplement une partie des neurones et une partie des cellules gliales du cerveau. Et ce mécanisme ne nécessite pas de souffrance. Parce que la combustion ne se fera pas comme par friction entre l'ego qui refuse de percevoir la réalité. La destruction de l'ego va se faire par une augmentation vibratoire de l'énergie de l'ego. Donc, comment démolir la glace? En prenant un marteau et en la cassant, on démolit la glace. Mais on peut aussi lentement réchauffer la glace et la glace devient de l'eau. Donc, on a détruit la glace. Une des deux façons va être extrêmement brutale et l'autre va être extrêmement insidieuse, facile, non souffrante et beaucoup plus harmonieuse.
Pour la simple raison que toute l'eau que nous avons, c'est toute la glace qu'on avait. Et si on la brise à coups de marteau, on risque de perdre des morceaux. Lorsque la cellularisation se fait, donc l'homme, les cellules de l'homme, même chose pour l'initiation, sauf excluant la souffrance, les cellules humaines au complet de son corps finissent par vibrer à un taux vibratoire qui n'est plus seulement psychologique. Donc, il n'y a plus que la psychologie qui s'exprime par le corps physique, il y aura aussi l'énergie mentale, parce que le taux vibratoire de la cellule atteint le taux vibratoire du mental. Pour se cellulariser, il faut, comme pour l'initiation, il faut être prêt. Être prêt, cela veut dire avoir les outils. Et lorsqu'on a les outils qui vont avec un événement, on est prêt. On peut être prêt à construire l'outil. Donc, un événement n'initie pas, te donne des outils. Lorsque l'être est prêt, c'est que l'être a les outils, prêt à l'initiation, prêt donc à cet événement. L'être va avoir le choix entre une initiation souffrante ou une cellularisation non souffrante. Et l'éducation de l'homme devrait toujours faire en sorte de donner à l'homme des outils pour amener l'homme à intégrer les outils. Chaque outil qui sont donnés à l'homme et qui ne peuvent pas être intégrés, un outil qui n'est pas assimilable par l'évolution de l'homme, est un outil totalement inutile. Présentement, on donne des outils à nos enfants, à nos adultes, outils qui ne servent pas à la vie, qui servent à la création de l'entretien d'une société, mais elles ne servent pas à la vie de l'homme. L'homme peut devenir aussi féru de technologie tout en étant un homme libre qui a intégré. Et l'homme peut devenir un programme de la technologie, un être programmé de la technologie, et là, il est pogné. Donc, on doit poursuivre son chemin en prenant conscience de l'importance de ramasser des outils. Un outil, c'est quelque chose de base. Et si on n'a pas toutes les bases pour faire quelque chose, on ne fait pas la chose. On peut vouloir, mais on ne la réussit pas. On se fait initier. Sauf. Il faut prendre conscience, bien prendre conscience que les outils, les bases, il nous en faut pour pouvoir intégrer dans un événement les outils. De cette façon, on n'a plus besoin des outils. Et ça, c'est la chose que l'humain ne comprend pas. L'humain veut vivre l'initiation, l'humain ne veut pas se préparer. L'humain décide qu'il est préparé, alors l'initiation va vérifier s'il est prêt. Et il n'est pas prêt. Comment tu le sais? Il souffre. Alors, il se fait initier. Lorsque certains conférenciers, autres que moi, ceux qui de temps en temps, disons, me parlent un peu plus près et à qui je leur réponds, mais c'est pas grave, laisse-le faire, c'est son initiation. C'est ça. Il souffre. Il est en train d'apprendre qu'il faut des outils pour passer à travers des événements, ou il est en train de construire des outils, mais il ne sait pas. Comment faire pour? Laisse-le faire, laisse-le faire. C'est son initiation. Il faut qu'il passe à travers. Mais l'initiation, c'est la souffrance. Et l'homme doit passer à travers son initiation si l'homme n'a pas l'énergie suffisante pour commencer à cellulariser son information. Alors, quand vous voyez quelqu'un s'initier, sachez qu'il évolue. Et si vous le voyez souffrir, sachez qu'il s'initie. Et si vous voyez quelqu'un qui est tout à fait parfait, tout à fait radiant, dans un événement qui, normalement, traversé par un être humain conventionnel, devrait être souffrant, et que celui-ci, tout en étant rayonnant, est efficace, opère, bouge dans l'événement, c'est un être qui est en train de cellulariser. Et je fais la différence, je précise sur le fait qu'il bouge et vit dans l'événement pour différencier celui qui a une extase spirituelle. Tout tombe, mais là, il est là, et il médite et tout va bien. Mais lui, c'est pas pareil. Il est en train de se faire initier. Mais il va rentrer dans sa grosse phase initiatique un peu plus tard.